gagné 67% de la population qui n'est pas encore dans la corruption, qui n'a pas mangé l'argent pétro-caribéen, qui n'a pas participé dans différents coups d'État qui rendent le pays instable. Nous n'avons pas participé dans toute l'autre bagaille. C'est ce courage que vous devez avoir pour dire à, comment je dirais ça, au secteur des gérontes haïtiens qui ne croient même pas qu'ils vont mourir, qu'ils vont laisser la place à vous. C'est cette réponse que vous devez donner. Et c'est ce que vous devez cultiver, c'est ce crédit que vous devez cultiver pour vous organiser et pour prendre le destin de ce pays. Hier, j'ai eu 71 ans de lutte, de combat. Combien de temps je peux faire encore? Que je veux ou pas, eh bien, demain, c'est vous. Par exemple, il y a une partie dans les champs nationaux, c'est nous, jeunesse étudiante, demain la gloire d'Haïti. C'est aujourd'hui même que vous devez être la gloire d'Haïti. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire que ce que vous faites là, cette activité que vous faites là, c'est une démarche qui fait une sorte de connexion entre deux générations. Ma génération et Michel et la vôtre. Nous sommes prêts à faire une sorte de transmission de savoir, d'information et de connaissances à cette génération qui arrive et nous de notre génération qui partons. Nous c'est fini, nous avons fini, vous c'est fini, nous avons fini. Nous devons faire ça régulièrement. Vous devez planifier ces genres d'activités comme une sorte de programme, comme une sorte de stratégie pour faire ça. Je vais vous raconter une anecdote à travers laquelle vous allez comprendre certaines choses. C'est le fait qui s'est passé entre Michel et moi en 1980. Mais on a eu des actions communes depuis avant 1980, 78, 79 par exemple. Nous avons eu au Cap l'événement qui s'appelle l'affaire Les Rouges. Affaire Les Rouges, c'était un artisan qui se portait candidat à la députation et il disait alors, vous ne pouvez pas qu'il y ait su que nous avons marqué Alexandre Desrouges, candidat à la députation pour la circonscription de circonscription sous l'égide des droits de l'homme. Cela suffisait seulement pour le fusiller en répétant sous l'égide des droits de l'homme. Et c'est ainsi que plusieurs actions ont été menées entre des camarades de Port-au-Prince et nous-mêmes pour faire la campagne de Desrouges sans que Desrouges ne savait même pas. Les premières photos qui étaient publiées dans les rues ne savaient même pas l'origine de ces photos. Et finalement, on a défié le pouvoir en place et le Rouge était devenu député du Cap-Haïtien. Nous n'avons rien besoin de le Rouge. Et majeure partie d'entre nous ne connaissaient même pas. Mais on avait voulu poser des actes. Mais à l'époque, c'était la lutte clandestine. On ne pouvait pas se poser pour dire ah, je suis militant, fixer position. Non, c'était la lutte clandestine. L'autre événement qui est un peu tragique et émotif, cela se passait le 27 novembre 1980. Louis Noisin, le fondateur de l'université Warren Christophe, est venu en Haïti avec le projet d'ouvrir une université au Cap-Haïtien. Le pouvoir à l'époque résistait parce que l'université ne devait pas exister en province, malgré l'existence de certaines écoles de droit dans certaines grandes villes comme Cap-Haïtien, etc., qui existaient depuis la fin du XIXe siècle, comme le Cap-Haïtien depuis 1892. Mais parler d'université au sens large du terme, le régime ne pouvait pas entendre ça. Et c'est ainsi que des jeunes universitaires et étudiants d'université se sont mis ensemble pour mener un combat en faveur
de l'ouverture de l'université. Mais Noiselle ne connaissait rien. Je le répète encore, Noiselle ne connaissait rien de nos actions. Rien, absolument rien. Et c'est ainsi que le 27 novembre 1980, nous nous sommes rencontrés à Regina, à Sonda, sous le leadership d'une sœur religieuse de nationalité québécoise qui s'appelait Annette Legault. Mais ça, messieurs, dames, ma consalté, en fait, elle était plus haïtienne que beaucoup d'haïtiens. Elle s'engageait. Elle initiait des jeunes demoiselles, même à la lutte armée contre le régime. C'était la lutte clandestine. Donc, on s'est dit que s'il y a quelqu'un qui est venu avec un projet d'université au Cap-Haïtien, le régime résiste, ne veut pas donner d'autorisation, là encore, c'est une autre occasion pour défier ce régime. On s'était rencontré à Regina. Michel Souka était là. Sa femme était là. J'étais là. Et il y a d'autres demoiselles, je dirais des écolières de Regina qui étaient là. Mon père Philo était là. Mon père Philo vient de mourir il y a de cela 2 ans, 3 ans. Il était là. Et nous discutions alors des stratégies de mobilisation pour faire comprendre à la population que la création d'une université, même qu'en privé, c'était une bonne action. Et nous avons tout fait. Savez-vous ce qui est arrivé? C'était un vendredi après-midi. Michel Souka et ses amis sont retournés à Port-au-Prince. Moi, le lendemain matin, je suis allé à Saint-Raphaël voir mes parents. Quand je suis à Saint-Raphaël, et finalement, j'ai entendu quelqu'un qui était alors, qui avait eu, je dirais, le bon verbe, Charles Alexandre avait là. C'était un type qui parlait très bien. C'était comme Claude Samar au Cap-Haïtien. Du Valier, oui, certes, mais il parle très bien. Voilà, l'international. Et puis, j'ai entendu, non, le complot ne passera pas. Et cette fois, le président de la République s'est montré encore une fois plus intelligent que ces poursoyeurs de patrie. Et c'est ainsi que on a publié une liste de près de 40 intellectuels, 40 universitaires, 40 personnages engagés, 40 professionnels, journalistes, professeurs d'université qu'on a arrêtés dans le pays. Et parmi lesquels Michel Souka. Je ne tout qui tremblait dans qui prend. M. Raphaël. J'étais avec Max VV. Max VV à l'époque était correspondant de Radio Métropole. Et on a entendu le nom de Marcus Garcia, qui était présentateur d'une rubrique de nouvelles relayée par une radio campéraïtienne qu'on appelait Radio Créole. Le nom était écrit. Il a arrêté l'hôpital là. Je regarde les Moungalènes. Pas comme grand monde avec ça au Wakati tout posé parce que sous le doigt qu'on doit donc, je dis que sensation ça a créé dans le pays. Le 28 novembre 1980, il a arrêté tout journaliste, leader politique, etc. Maintenant, comment le régime est arrivé à faire ça? C'est le fait que l'opportunité qui était offerte à l'époque, c'est qu'aux États-Unis, un président démocrate qui s'appelle Jimmy Carter faisait la promotion des droits de l'homme, de pluralisme politique, de démocratie, etc. Et c'est ainsi qu'il a renversé plusieurs dictateurs à travers le monde. Le régime des Duvalier était obligé d'avoir un certain laxisme politique et on saisissait cette occasion pour donner des nouvelles nationales. Toute radio a le droit
pas une nouvelle. C'est Radio l'État seulement qui n'a pas une nouvelle. Je ne sais pas comment ça a passé aujourd'hui. Si le régime Duvalier est là toujours, ça a été fait à réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube. Je ne sais pas comment ça a passé. Si tu as fait de vous, même pas prêt, ça a bienvenu. Et on a saisi ça. On a organisé des élections aux États-Unis le 4 novembre 1980. 4 novembre 1980, 28 novembre 1980, ils ont arrêté tout le monde. Ça a passé. Jimmy Carter n'est pas réélu. Celui qui est réélu, c'était Ronald Reagan. Un personnage qui avait la réputation de cowboy, de bandit. Peut-être un peu souple, un peu que Donald Trump. Maintenant, le régime va saisir cette occasion pour faire cette arrestation. C'est pour justifier, pour vous montrer tout comment la conjoncture internationale influence la réalité nationale. C'était très dur. Michel vous expliquait tout à l'heure comment les jeunes ne pouvaient pas lire. Il y avait des livres qui étaient totalement interdits. Les livres de Jacques Coumet, les livres de Jacques-Stéphane Alexis, on ne pouvait pas lire ces livres-là. On ne pouvait pas lire des livres étrangers, par exemple, un écrivain martiniquais comme François Fanon. On ne pouvait pas lire ça. Moi, je me souviens avoir lu Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis. Comment on fait ça? Ils rachètent deux livres-là, qui viennent de site là, ils rachètent deux à les pages, ils mettent dans un catable, et puis en haut catable là, ils marquent soit dans un livre mathématique, ou bien un livre physique, et puis ils dans son livre physique, son livre chimie, pour lire. Et l'autre finit pour passer en l'autre livre, pour passer en l'autre. C'est-à-dire que les opportunités que vous avez aujourd'hui, nous ne les avons pas. Nous ne les avions pas. Et quand vous voulez alors, quelles sont vos responsabilités par rapport à la situation actuelle d'Haïti? Moi, je dis, ce qui se passe en Haïti actuellement, ce n'est pas une crise, et plus qu'une crise. C'est une société qui est tombée en décomposition, son cadavre daté. Une crise est souvent sectorielle, partielle. Et il ne va pas durer tout le temps ça. Là, vous faites une crise cardiaque. Papa prend cœur pour nous bagaille. C'est ou bien une chose dans quelques minutes ou bien quelques heures, ou bien on le fait. On ne va pas faire une semaine avant crise cardiaque. On ne va pas passer une semaine avant crise de tension. Nous vivons une situation depuis des années. Par exemple, on a assassiné le président de la République le 7 juillet 2021. Nous sommes maintenant en 2026. Personne là ne peut nous dire quand il y aura les élections présidentielles en Haïti. Même ceux qui dirigent le pays ne peuvent pas vous dire ça. Cela sous-entend qu'il y a toute une série d'éléments qui sont accumulés et qu'il faut effacer. C'est pas, vous n'avez pas de responsabilité envers un fait conjoncturel. On nous résout la question de blocage de la transition, non. Et puis après ça, on a qui s'en a fait. Non! La question de l'insécurité devient aujourd'hui un fait quotidien. Si vous attendez, c'est comme si c'est pas attendre de gens qui mourent ou retourner. Je me rappelle que Michel Soukara avait bien dit une fois, n'a privé dans le pays, c'est gang qui pour nous permission pour nous sortir dans un quartier pour aller dans l'autre quartier. Il y a environ 4 ou 5 ans depuis qu'il a dit ça, mais aujourd'hui c'est cette réalité que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas une crise. C'est un système qui est décomposé, qui est en décomposition. Et qu'est-ce qui est arrivé qui donne bagarre mal? Les acteurs de ce système haïtien n'ont plus de capacité pour renouveler le système. Ils ne sont pas capables. Le système n'a pas qu'à renouveler pour peut-être encore. Et par quel moyen ces systèmes, ces régimes se renouvellent? À travers, par exemple, l'université, à travers l'école, l'éducation, à travers l'église, à travers la presse, qui sont des appareils idéologiques.
ils ont préparé le monde, et puis bah, la continué. Par exemple, on a vécu, après 1986, on a vécu du macroutisme, du divalisme sans divalier. C'est que ils ont préparé le monde, le monde a étudié dans l'université, c'est une possibilité pour des jeunes d'études, ils ont retourné. Ça rend le régime perpétué après l'autre. Nous-mêmes, je dis ça pour nous faire. Où est allé l'école là, il vient un engagement. Jean-Michel Sout expliquait nous que samedi matin, je suis levé, nous quitter nous venir là, son sacrifice. Aller l'école là peut sortir un engagement. Il peut sortir une stratégie de combat. Ma part dans l'université pour qui ça? Pour résoudre tel ou tel problème, telle façon. Nous voyons ça. On est dans l'université aujourd'hui. Ouais, petit ton, fumer boss, mettez pantalon sous derrière, mettez 4-5 ans, nous pouvez voir lui. Mais si on pas marché avec l'étude là, on va faire tel tort, un crime, on va faire famille, un tort, et le pays a subi ça tout. Ça va marcher. On a plaigné pour la justice paysanne qui n'a pas de justice dans le bagage. Si nous voulons changer le système judiciaire, c'est pour petits paysans, petits marchands à une faculté de loi. Là, nous, avocats, n'a pas une loi qui mérite de changer. Mais tant que c'est le même système-là, qui a voué les gens dans l'université, il ne peut pas changer rien parce que le système-là n'a intérêt. Et ceci, ni pour la médecine, ni pour l'économie, ni pour l'administration, la gouvernance locale, etc. Il y en a plus gros, tout vide. Université à quitter, c'est que le programme universitaire en New York, ce n'est pas une réponse à différents problèmes que nous vivons. Au commencement, Michel a expliqué ça qui est l'académie depuis l'Antiquité, c'est côté former le monde pour résoudre tel ou tel problème qui gagne. Faut nous dire qu'on a la journée en Haïti, qui est un gros problème que nous gagnons. Le problème, c'est une question. On a dit aujourd'hui, c'est question de sécurité. Mais cette question de sécurité ne se résume pas seulement aux actions des bandits. Il y a une autre forme d'insécurité. Tant qu'au cas, nous parlons plus de bandits au cas civil, même j'entends pour Port-au-Prince. Mais dans l'état où l'hôpital de justice a fonctionné, dans l'état où notre partenaire a son forme d'insécurité. Si on fait un cri aujourd'hui là, si on veut faire l'économie, il faut faire tout coucher dans le cimetière avant d'être dans l'endroit, au lieu pour aller coucher l'hôpital ou pas de place. Tout l'hôpital justice, on peut juste qu'on a l'accueil fermé, toujours on comprend ça, on l'hôpital, il y aurait l'hôpital universitaire, nous nous avons dit qu'on 10 000 mois, on va jamais toucher, si je m'en ai dit, ça y est là. Ouais, coucher dans l'hôpital comme ça, maintenant, il faut une mobilisation des gens de bonne volonté. Les gens qui croient que c'est haïtien, ils ont une responsabilité citoyenne et croient que pour le pays à changer, c'est nous pour changer. Bon, il dit que ils n'ont pas importé ni développement ni démocratie. On n'importe ni la démocratie ni le développement. Nous devons croire qu'un développement de démocratie, qui vient de la communauté internationale ou bien de l'étranger, même si on attend Jésus depuis combien d'années, j'en aucun pays, communauté internationale développée et il met des démocraties là.